Yes! On parle de pirates, Pat, Oui, de sécurité, de tout ce qui englobe tout ça. Puis évidemment, Narcomède, on s'entend, on est à très, très, très bas niveau. on, est, on est au niveau de Monsieur, Madame, tout le monde, introduction. Puis évidemment, ce que je vais parler, je vais essayer de parler un peu des types de piratage qui existent, des types d'attaques, comment s'en prémunir de manière at large. Sachez qu'il existe des sous-catégories, puis même juste dans les types de pirates, la plupart des gens qui travaillent en cybersécurité s'entendent pas d'ailleurs sur toutes les descriptions, les types qui existent. Donc, c'est vraiment un portrait très, très large de ce qu'il en est. Donc, au niveau des pirates, qu'est-ce qu'un pirate? Ben, c'est quelqu'un qui va généralement utiliser du code pour pénétrer, rentrer, inspecter, aller dans des bases de données, dans des programmes, dans des applications, ces choses-là. Puis, il en existe différentes sortes. Donc, je sais pas, la plupart des gens ont entendu parler des white hats, des black hats, des black hâte. hats. Oui. Ben, on en a, disons, j'en ai mis 6 ou 7 là aujourd'hui pour faire une petite distinction. Donc, les chapeaux blancs sont considérés comme des pirates éthiques, donc qui travaillent généralement pour des entreprises reconnues dans le but de trouver des failles, réparer des choses du genre, donc trouver des endroits, analyser la sécurité, tenter de valider si il y a des failles quelque part, ces choses-là. Donc, c'est des gens qui travaillent en entreprise ou globalement sont payés pour le faire. Donc, puis là, je mets dans les chapeaux blancs, je fais une séparation avec tout ce qui est étatique, là, parce qu'il existe aussi des pirates qui travaillent pour l'armée canadienne, l'armée américaine, ces choses-là, qui sont une autre catégorie. Là, on parle de défense, on n'est pas dans la Oh, même oui. chose. Oui. On a les chapeaux noirs qui, eux, sont plutôt malveillants. Donc, ils vont tenter de s'insérer dans des bases de données, de faire des brèches de sécurité, rentrer dans des applications, voler vos mots de passe, ces choses-là, mais dans un but de soit foutre le bordel de manière tout à fait sans but, mais des fois, la plupart du temps, ils vont le faire avec un objectif pécunier, donc dans le but de récolter quelque chose. Donc, on a entendu parler, ce qui est populaire de ce moment-ci, c'est les rançons logicielles Oui. dans lequel un pirate va encrypter un disque dur, une base de données, ces choses-là, puis il va exiger un paiement en Bitcoin ou dans une autre monnaie, crypto-monnaie quelconque pour pouvoir débloquer votre accès. Donc ça va être des black hats. Des black hats. Oui. On a les chapeaux gris qui sont des hackers qui vont un peu au gré de comment ils se sentent. Ils vont parfois trouver des failles, puis ils vont aller voir les compagnies pour dire ben écoute, j'ai trouvé une faille sur ton entreprise, voici le problème. Donc, c'est pas des gens qui sont malicieux, ils ont pas de mauvaises intentions, mais ils sont pas complètement altruistes non plus. Donc, parfois dans cette communauté-là, il va y avoir des gens qui vont aller chercher des bounties, donc des, euh, des paiements pour avoir trouvé des failles. Donc là, Oh, c'est oui. au plus payant, ces choses-là. Donc ça peut jouer du coude. Là, il y a toute une panoplie de gens là-dedans qui sont plus ou moins éthiques, qui vont. Puis il existe de plus en plus aussi d'entreprises, de grosses entreprises. Apple le fait, Microsoft le fait, dans lequel il y a un processus officiel dans lequel on s'inscrit sur une plateforme, on ouvre un compte et là, on peut tester la sécurité d'une plateforme. Puis si on trouve une faille quelconque, ben là, on va définir la gravité de la faille ou l'étendue de la faille, puis il va y avoir un paiement qui va être fait en fonction du bug bounty. Donc ça, c'est de plus en plus populaire. Ça commence à être de plus en plus organisé de manière générale. Ça existe depuis longtemps, le bug bounty, Oh, oui. mais certaines entreprises commencent à se réveiller et à se dire, ben, regarde, je vais organiser de quoi officiel parce que de toute façon, euh, que je le fasse ou pas, il y a des gens qui vont le faire. Donc, autant organiser quelque chose de structuré. Fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises, de grosses entreprises qui suivent, qui vont faire ça. Puis qui parfois même vont engager des équipes des pen testers. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, oui, oui. Des pen testers, donc c'est une équipe de gens qui sont multidisciplinaires, qui vont aller tester par différents moyens de pénétrer la sécurité d'une entreprise. Puis là, ça va
du social engineering à les appareils physiques sur place, le réseau, tout ça. Donc, il y a des entreprises qui font que ça. Les chapeaux rouges, ça te dit-tu quelque chose? Les Red Hat, c'est plus au niveau des bases de Euh, données ou? ouais, attends, Narcomed, oui, tu fais un bon point, Narcomed. Cette année, le gouvernement du Québec a ouvert, suite au scandale, des problématiques avec le passeport vaccinal. On se rappelle cet hiver, il y avait un qui est très connu au Québec dans la communauté des hackers, de l'activisme, ces choses-là, qui avait découvert l'affaire du passeport vaccinal. Puis là, il y avait eu des menaces du gouvernement qu'on allait le poursuivre pour avoir divulgué l'affaire, ces choses-là, alors que le gars avait essayé, je sais pas combien de fois, d'appeler le gouvernement puis de leur dire, écoutez, vous avez un problème. Oui, Puis il était obligé d'aller public pour se faire entendre. Puis il y a eu un scandale, tout le monde a réagi, ben voyons donc, là. Il essaie de t'aider, tu n'enverras pas la police dessus. Fait que finalement, le gouvernement s'était réavisé. Fait que là, le gouvernement a décidé de partir une plateforme dans laquelle les gens pourront s'inscrire. Je sais pas Narcomed où ce qu'on est rendu là-dessus, parce que c'était une promesse qu'elle allait faire ça, mais c'est pas encore, je pense pas que ça soit encore hyper organisé. Patricia, juste pour ne pas Ouais. l'oublier, là, Narcomed est notre deuxième abonné. Euh, Ouh! donc, tu vas avoir le privilège d'être un fondateur avec ton abonnement Prime. Très apprécié. On te remercie Yes. beaucoup. Chapeau rouge, Patrice, Ouais, c'est des pirates qui courent après d'autres pirates. Ah, OK, OK, OK. C'est des, euh, il y a un bot qui circule depuis 2 semaines qui fait du bordel dans un paquet de bases de données sur la planète. Ben, un chapeau rouge, lui, il va partir après, puis il va se dire, on va y trouver cette gang-là, puis on va aller foutre le bordel dans leurs intentions, soit en déprogrammant, en rentrant dans leur BD, en désactivant leur attaque, ces choses-là. Donc, les chapeaux rouges. Puis là, tu sais, l'histoire des chapeaux, il va arriver à l'occasion que certains pirates vont changer de chapeau. On s'entend? Ouais, dépendant qu'est-ce qu'ils ont besoin. J'ai besoin d'argent, je vais être un peu plus noir Ouais, ouais, c'est ça. ou un peu plus gris. Activiste, ça te dit quelque chose? Non. Le activisme, c'est un hacker qui va le faire avec un objectif plus grand que lui. C'est un peu l'équivalent du Greenpeace du piratage. Il veut D'ailleurs, avoir son prix à la fin, c'est ça? Il veut un prix? non, Non? c'est qu'il le fait pour les bonnes raisons, Ah, pour OK, une OK. cause sociale. D'ailleurs, il y a une nouvelle catégorie que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais qui est apparue, qui s'appelle les Green Hack, les Green Hat, qui sont supposés être des hackers plutôt environnementaux, ces choses-là. Je pense qu'on commence à trop diviser les catégories. Mais Oui. le activisme, ça pourrait être, je vais te donner une idée, euh, quand on entendait parler des les Anon, là, Oui, les Anonymous. les Anonymous, ben la plupart, en tout cas pas tous, parce que c'est un groupe qui est un peu disparate, mais certains d'entre eux étaient des activistes. Donc, ils se battaient pour une cause. Exemple, au début de la guerre en Russie, ben Anonymous s'est réuni, puis ils ont fait des attaques perpétrées. Ben eux autres, ils étaient en train de faire de l'activisme OK. par rapport à une situation bien précise. Puis la dernière catégorie dans laquelle on pourrait m'insérer, c'est le script kiddies. Ah oui, ça, c'est quoi? C'est les plus juniors, quoi? Ou les. Ben, c'est quelqu'un qui pense qu'il est un hacker, mais qui n'en est pas un, puis qui OK. utilise des scripts déjà Tout téléchargés sur fait pour le Internet. faire, oui, Oui, oui. oui, tout fait. Puis là, entrer la MAC adresse, Enter. Hey, j'ai fait tomber un site web, je suis un pirate. Non, non, t'as rien fait. T'as utilisé un programme pour le faire. Tu connais rien là-dedans, tu sais même pas comment ça marche. Ben, c'est des scripts release. Fait qu'on a fait un petit tour général des types de pirates qui existent. Puis, quand on a diffusé les deux documentaires dans Archive Geek la semaine dernière, un de ces documentaires-là, euh, bon, c'était en lien avec ce qui s'était passé en France avec TV5 Monde qui s'était fait hacker. Puis il y avait aussi une autre entreprise qui s'était fait hacker, une grosse entreprise en France. Là, euh, en gros, l'histoire, c'est qu'ils avaient une filiale qui avait un logiciel pour les rapports d'impôts, pour les états financiers au gouvernement. Et c'était développé en Ukraine.
Et c'est par là que les hackers ont passé et au point où la sécurité nationale en France a dû intervenir. Et ce qu'ils ont fait au départ, c'est qu'ils ont laissé les hackers procéder pour amasser un peu plus d'informations pour essayer de trouver la piste d'où provenait. Et sans le dire ouvertement, c'était clairement, ça provenait de la Russie. C'était Ouais. Puis il y a tout ce phénomène-là que tu parles actuellement qui est de plus en plus en vogue. On a le piratage étatique qui est de plus en plus courant. Ben, en fait, c'est pas nouveau, là. C'est pas apparu en 2022, là, on non, non, s'entend. non. On a un bataillon complet dans le département de la défense du Canada à Shirley's Bay, en Ontario, OK. qui est le centre de contre-ingérence de télécom du Canada, whatever. Fait que, tu sais, chaque pays a son système de hackers, pirates et ces choses-là. Puis évidemment, c'est sûr que si on pouvait être des petits oiseaux, aller voir ça, je suis pas sûr que tout est éthique là-dedans. Non. Mais bon, ils ont des règles, ils savent ce qu'ils font, je m'en mêlerai pas. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de ça de ce temps-ci. Prochaine étape, les types d'attaques. Oui. J'en ai répertorié 10. Il y en a des millions. 10 catégories qui sont les plus fréquentes. Je vais en faire une brève description parce que je ne les comprends pas tous. Prenez-moi bien. Je ne programme pas, je ne fais pas du codage. Narcomed, lui, probablement, il les comprend un peu plus. Le hameçonnage, que tout le monde connaît plus ou moins, qui est je t'incite à utiliser un lien, un programme, quelque chose que je t'envoie par courriel, par conversation privée ou peu importe, dans lequel je vais détourner, je vais t'attirer à faire une action vers un lien pour pouvoir pirater ensuite ton ordinateur, pour pouvoir t'inciter à faire un achat malicieux, ces choses-là. Donc, le hameçonnage qui est hyper utilisé en entreprise et qui est souvent la porte d'entrée numéro un d'à peu près tout ce qui existe, que ce soit les rançongiciels, ces choses-là, souvent, ça va débuter par un hameçonnage. Oui, oui, Donc, oui. puis ça, ben, le hameçonnage, t'as beau mettre beaucoup de programmes pour surveiller ton réseau, ben souvent l'être humain étant la source de tout, c'est difficile de le prévoir. En sécurité, Narcomène nous dit, en sécurité, on fait des campagnes de phishing pour justement connaître les mauvaises habitudes des utilisateurs et Ben oui. ensuite les former. Ben On a oui. ça à mon entreprise, je travaille pour Vidéotron, et on a depuis 2 ans des formations qui reviennent de manière périodique là, sur tout plein d'aspects de la sécurité. Et ben, il y a eu évidemment un module complet sur tout ce qui est hameçonnage, tout ça. Et me suis fait prendre. Ah oui. Ouais. Puis écoute, ça avait de l'air tellement legit. J'ai checké l'URL, tout ça. Ça avait de l'air de venir de nous autres, mais il y avait un caractère que j'ai pas reconnu, que j'ai pas vu. Puis ben, le chef de la sécurité, tu t'es fait prendre, fais attention, blablabla. Oh Fait boy. que, ouais, fait que Narcomed, je confirme qu'ils font ça aussi dans mon entreprise. Ouais, Prochaine. il y a un associé où je travaillais, ça c'était en 2004, je pense. Il avait reçu un courriel de la RBC, puis il avait tout rentré ses informations. Ah, Ah, puis c'est ça. Là, les mots de tête qu'il y a ça, eu c'est après. assez de base. Ouais, il s'était fait pogner. L'attaque en déni de service, les gens, là, je le dis en français, c'est peu connu en français. Alors, si je vous dis DDoS, donc, une attaque en déni de service, c'est que je vais inonder un service, un serveur, un port, un ordinateur en requête inutile. Donc, ça peut être de diverses façons. Ça peut être des commandes de ping, ça peut être de... Je dis des commandes de ping, c'est un peu con, Narcoben va m'arrêter parce que la plupart des serveurs sont paramétrés pour éviter qu'il y ait des dénis de service là-dessus. Mais je vous donne un exemple. Je fais plusieurs dizaines de milliers de requêtes à une page web pour avoir quelque chose. Ben, éventuellement, le serveur à l'autre bout, un peu comme votre ordinateur, va se retrouver être saturé. La mémoire est trop occupée à essayer de répondre. Le serveur va geler, puis là, ben, on a le site web qui disparaît. C'est une des attaques, je vous dirais, la plus simple, la plus de Ouais, ouais. base,
qui est la plus abordable pour l'appli. Il y a même des services dans le dark web que tu payes un certain nombre de bits de crypto-monnaie, puis qu'on t'offre un service clé en main. Tu dis qui tu veux faire une attaque de déni de service, ça te coûte tant. Puis là, tu choisis la formule tant d'attaques à la seconde. Et tu as sûrement déjà entendu parler, je pense que c'est cette année, Google a eu une des plus grosses attaques de toute l'histoire mondiale. Oh, C'était oui. plusieurs térabytes à la seconde. C'était Shit, oui. des données. Écoute, des térabytes, là, ça commence à faire des données non-stop. Fait que il y a plusieurs types d'attaques, mais le déni de service arrive généralement en deuxième. OK. La troisième attaque, je n'avais jamais entendu parler, c'est du phishing. Par la Pour voix. voice phishing. Donc, c'est des gens qui vont appeler pour tenter de soustraire de l'information. C'est un peu ce qui nous arrive actuellement avec les millions de téléphones qu'on reçoit de nulle part, que ça parle en anglais. Vous savez, les vagues de spam téléphonique sur nos téléphones cellulaires, c'est un peu cette technique-là qu'ils vont utiliser. La faute du grand-père, ces choses-là peut être catégorisée dans le Ouais. phishing. Donc là, c'est quelqu'un, on est plus dans le piratage social qu'on appelle, dans lequel on a des techniques pour te convaincre de nous donner de l'information, ces choses-là. Ça, c'est comme l'eau de vishing, c'est ça? L'eau de Ouais, vishing. c'est de l'eau de phishing. Mais pas trop de phishing, Patrice, c'est pas bon. Non. Quatrième virus, je pense pas que on a besoin de décrire ce qu'est un virus, là. Tout le monde, ça date depuis l'époque des ordinateurs. Programme malveillant. Tu fais-tu la différence entre virus et programme malveillant? Oui, parce que le virus, c'est vraiment un programme souvent que l'on ne voit pas, qui est soit un cheval de Troie ou soit, dans le cas du programme malveillant, c'est le programme comme tel a déjà des fonctions cachées qui font quelque chose, là. J'écoute d'une oreille, je starte ma game de Shadowrun ou que je joue ou qui joue un hacker. C'est pas trop de la commande. Des Fait formations que, professionnelles, c'est ça? ouais, fait que le programme malveillant, c'est ça. C'est qu'il y a des fonctions cachées dans le programme qui va t'épier, qui va t'envoyer de la publicité, qui est pas nécessairement là dans l'objectif de foutre le bordel, mais qui peut inonder ton PC, ralentir ton PC. Pour Ouais. exemple, tout le monde a connu l'époque où on te forçait à acheter un cleaner pour nettoyer ton ordinateur, mais l'idée derrière, c'est qu'il y avait déjà pardonne-moi, un programme qui était installé pour venir remplir ta RAM de cochonnerie. Fait que Oh, ouais. on te vendait le cleaner après alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison. Moi, je vais te raconter quelque chose. Quand j'étais à l'université en 80, ça c'était en 88 ou 89, j'avais un cours d'informatique à l'UQAM. J'étais au bac en administration. Puis c'était un cours je pense que c'était du Pascal. Puis le professeur nous expliquait on the side, bon, il était chargé de cours, mais il vendait des sapins de Noël. Puis en plus, dans le temps, il faisait de l'installation de PC chez des gens. Puis il nous disait que lui, il installait les PC parce que les gens ne connaissaient pas ça. Puis il dit, je leur mettais un petit logiciel qui, au bout de 30 jours, leur mettait un message qu'il fallait qu'ils appellent le technicien parce qu'il y avait un problème. Puis il dit, je leur chargeais à chaque fois un frais pour me déplacer et aller voir ce qui se passait pour aller effacer le petit logiciel. Ah, c'est croche en Là, il était esti. crosseur, mais comme Oui, mais au... c'est ça un maliciel. C'est une niaiserie du Ouais, genre. Ouais, 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 ouais. C'est C'est pas ça. nécessairement quelque chose qui va foutre le bordel, mais tu sais. Mais lui, il s'assurait d'un autre revenu. Probablement qu'il vendait moins cher en sachant que, regarde, je vais avoir la Wow. vente, puis après ça, je vais aller chercher mon profit sur l'appel. Là, c'est comme tabarouette. Wow. Allô, l'éthique, hein? Euh, ouais. Là, l'injection SQL. Là, on commence Oui. à parler de piratage dans le bon sens du terme, dans le sens que les pirates qui se valent, qui vont presque tous maîtriser parfaitement l'injection SQL. Pour ceux qui ne savent pas, la plupart des sites web actuels, en fait, pas mal tous, ont derrière une base de données dans laquelle on retrouve les utilisateurs, les champs d'une page, les boutons menus, quelle image est où, dans quel dossier, ces choses-là. Et ces bases de données-là, qui sont du SQL, quand on rentre dans un site web, la plupart du temps, les sites web sont programmés en PHP
et ils font des requêtes à cette base de données-là dans un serveur qui nous renvoie la réponse de prochaine page à afficher, login accepté, afficher tel texte provenant de telle base de données que le client veut voir, ces choses-là. Et l'injection SQL, ben, c'est un peu ça, c'est qu'on va se servir de vulnérabilités connues dans certaines plateformes, que ce soit dans des serveurs Apache, pour les gens qui connaissent un peu plus WordPress, qui est un CMS de base, là, qui est bourré de failles de sécurité. Donc, on va utiliser des commandes. Parfois, les commandes vont être entrées directement dans le navigateur. Je vous donne un exemple. Je sais pas, moi, le nom du site web, HTML / quelque chose d'autre avec une string, donc une suite de caractères de programmation qui va donner un ordre au serveur derrière. Puis ce serveur-là, soit va mal réagir à cet ordre-là, puis va nous donner une espèce d'erreur qui va nous donner accès à une partie d'un répertoire ou ces choses-là, ou va nous donner une réaction quelconque en nous, tout simplement, nous affichant un site web, pas les sites web, mais les mots de passe, ces choses-là. Donc ça, c'est les attaques les plus courantes. Quand on parle de piratage intense, souvent on va le faire par injection d'SQL, puis là, ben, il va y avoir toute une phase d'inspection des ports, des entrées pour pouvoir savoir où est-ce qu'on rentre, quel genre de serveur la personne utilise, quel service elle utilise, puis des fois, ça va être par un service tierce. On a vu beaucoup de piratage des plateformes comme Amazon Web Service, Oui, oui. Cloudflare, ces choses-là, que certains pirates faisaient tomber ces services-là, puis ça permettait de faire d'autres types d'attaques entre-temps, parce que la plupart des grandes compagnies qui ont des sites web utilisent de nos jours ce genre de choses. On a Azure, on a AWS, on en a plusieurs. Là. Toi, tu connais probablement plus là-dedans. Là. Oui, ben, je ne suis pas un spécialiste de ces environnements-là, mais clairement, bon, il y a un niveau de sécurité qui est requis, mais tout dépendant comment ça a été monté et comment ça a été maintenu, il y a tout le temps un risque qu'il arrive quelque chose. Là. Exact. Fait que ça, c'est une attaque assez fréquente. Il y a l'attaque de l'homme du milieu ou man in the middle. Ben, je vais vous donner un exemple qui est peut-être un peu plus concret pour les gens qui écoutent aujourd'hui. Le man in the middle, ça le dit, c'est l'homme du milieu. Donc, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui se stationne dans votre stationnement près de chez vous, regarde les Wi-Fi qui est autour de lui, s'aperçoit que votre Wi-Fi s'appelle Patrice. Et là, par toutes sortes de déductions en fonction de la force, en décibels de votre signal est capable de définir que c'est le vôtre. Et il peut se créer un faux point d'accès Patrice à partir de sa vanne qui est parquée dans votre stationnement. Que Et des gens se là, branchent dessus, ouais. exact, il va envoyer une attaque contre ton serveur Wi-Fi pour le forcer à ce qu'on appelle une attaque de désautorisation, donc que tous les équipements se déconnectent d'un coup. Et par la suite, ben, lui s'étant placé au bon endroit à la bonne force, les équipements vont tenter de se reconnecter via le faux serveur Wi-Fi Patrice qui est de nouveau présent. Et ce faisant, ben, les clés Wi-Fi vont être échangées, ce qui fait que la personne va pouvoir se positionner entre le routeur et vos équipements, et toi, Patrice, et là, va pouvoir intercepter les paquets que tu échanges. Et une panoplie de paquets, moins en moins probable de nos jours, parce qu'on navigue de plus en plus en HTTPS, ces choses-là. Mais il y a un paquet de paquets qui sont échangés de manière absolument pas encryptée. Puis Narcomed parlait tantôt des IoT, là, vos lampes intelligentes, vos thermostats, vos strips de LED. Mais il y a de plus en plus de ces équipements-là qui ont peu ou pas de protection. Non, c'est ça. Puis ce genre d'attaque-là, la personne pourrait même aller changer le software à l'intérieur de votre LED de strip et venir s'insérer, mettre un backdoor, puis à partir de là, ben, il y a accès à tous vos équipements de l'extérieur. Donc, c'est une attaque qui est assez courante, qui est très utilisée. Partez pas en panique. Généralement, un pirate qui connaît comment faire une attaque d'homme du milieu va pas le faire chez Claude, qui Ah non, reste il n'y au a pas 44 à d'intérêt. Non, 2. non. Il y a zéro intérêt d'aller hacker son Wi-Fi, à Il va moins le que vous faire ayez dans des un numéros. aéroport. Ouais, ouais, exact. À moins qu'il est au courant que vous avez des données importantes, des secrets professionnels, ces choses-là.
la plupart des pirates ne vont pas passer du temps chez Claude sur la 44e avenue. Fait que stressez-vous pas avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pour se protéger, mais c'est plus rare. Attaque de mots de passe. Donc là, ça, c'est un autre type d'attaque dans lequel on essaie de récupérer vos mots de passe de plusieurs types de manières possibles. On peut entrer l'ingénierie sociale là-dedans, ces choses-là. On a l'attaque par force brute, brute force. Certains serveurs logiciels, pages web, bases de données ne sont pas équipés ou mal protégés pour ça. Puis certains endroits vont permettre de réessayer d'entrer un mot de passe de manière illimitée. Et ces gens-là vont utiliser des dictionnaires qu'on peut télécharger, ce qu'on appelle des dictionnaires de mots de passe, et vont essayer des combinaisons de manière à finir par retrouver le mot de passe pour accéder à une base de données, à un appareil, à un équipement. Et il y en a qui sont plus ou moins efficaces. Puis, évidemment, il y a des sites Internet, là, de tout courant. Patrice, là, si c'est un mot de passe de 4 caractères, 5, combien ça prend de temps avant de le trouver? Oh, oui. C'est par cette technique-là qu'on l'utilise. Okay. Puis, la dernière type d'attaque, c'est les espiogiciels qui vont souvent passer par des applications qu'on télécharge, par des sites web qu'on pense légitimes. Puis dans certains cas, le client va même aller jusqu'à installer un enregistreur de frappe qu'on appelle un keylogger. Oui, oui. Puis là, tout ce que vous tapez, que ce soit vos mots de passe, vos secrets, sont enregistrés dans un des logiciels qui a été inséré dans votre base de données, votre ordinateur, votre appareil. Puis le pirate éventuellement récupère cette base de données-là et s'en sert pour pouvoir faire une attaque. Pour revenir encore à mon histoire de TV5 Monde, qui a eu un shutdown pendant, je pense, une semaine. Là. Ils n'ont pas pu diffuser. Après analyse, puis après enquête, ce qu'ils ont découvert, c'est que les studios ont des caméras et ces caméras-là sont robotisées. Et le fournisseur de ces caméras-là, qui était en Hollande, je crois, aux Pays-Bas, dans ce coin-là, s'est fait hacker. En tout cas, un des employés s'est fait hacker et ça a eu pour effet que le hacker a eu accès à la base de données puis au contrôle des caméras. Et c'est par le contrôle des caméras qu'il a réussi à rentrer sur le réseau de TV5 Monde. Ouais. IoT, Narcomène l'a dit tantôt. C'est ça. Puis en rentrant sur le réseau, il a réussi à remonter à l'admin. Mm-hmm. Une fois qu'il a réussi à remonter sur l'ordinateur de l'admin, avec probablement un enregistreur de frappe, a réussi à avoir des mots de passe et s'est aperçu que beaucoup de serveurs avaient les mêmes mots de passe, donc a carrément pris contrôle des serveurs, les a encryptés et bingo, wow. C'est fini. Là, puis ça va loin. Là. J'écoute des émissions là-dessus. Il y a un Wiz qui a réussi à accéder à un Google Home. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là. Non. Avec un laser. Ah ouais. Le gars a programmé un laser de dehors là, pour que le laser pulse au niveau sonore de façon à faire réagir le diaphragme à distance du Google Home. Tabarouette. OK? Ouais. Et là, en mirant avec une loupe puis tout ce qu'il faut, puis son ordinateur, puis OK, on s'entend, il y a du gear, là. Oh, oui. En mirant, puis en sachant exactement où il y a le micro, là, puis dans le laser, là, a réussi à donner des commandes du genre « Ouvre la porte de garage ». Ouais. On est loin, là. On est complètement débile, là. Fait que, tu sais, ce genre de hacking-là, par IoT, j'ai vu des histoires d'horreur du genre le monsieur s'est acheté un système de contrôle de son aquarium Wi-Fi avec tout plein de belles fonctions cute, puis des graphiques, puis des températures, puis tout ça. Mais ça vient d'Alibaba. Ouais. Fait qu'il installe ça. Tu te souviens un des premiers hacks qu'on a parlé dans la première émission ou la deuxième, le fameux Blue Box de Steve Jobs et Wozniak, qui faisait juste imiter la séquence de signal sonore pour faire des interurbains dans les années 70. Là. Ça ressemble à ça. Fait que, puis là, tu sais, je ne rentrerai pas dans les détails là, parce qu'on peut tellement aller loin. Là, mais tu sais, juste pour vous donner un exemple, jusqu'où va le hacking, plus que je vais vous parler, c'est un peu plus dans le domaine du étatique, là, mais on a la possibilité de nos jours
d'installer des micros hyper sensibles pour écouter la fréquence du processeur d'un PC, OK. okay? Ces vibrations à distance, d'être capable de déterminer de quel CPU on a affaire et d'être capable de déterminer ce qu'il est en train de faire, d'encoder, de décoder en temps réel par écoute. Ouais. On est rendu loin, là. Ça, ouais, on n'est pas dans le domaine du hacker du bord de rue, on s'entend, Non, là. non. Mais on est rendu à être capable de faire ça. Puis ça, c'est ce dont on veut bien nous parler actuellement. Faut que je te raconte une histoire. Dans les années 2000, 2012, 2013, je travaille avec une compagnie de logiciels et j'ai des clients. Je suis intégrateur de la solution et l'application est de type client-serveur dans ces années-là. Donc, tu as une base de données avec une application serveur qui roule sur un ordinateur et tu as un client, Fat Client, qui parle à ce serveur-là pour échanger les données. Et ces clients-là, c'est des petites entreprises. Ils n'ont pas de budget. Puis pour eux, bon, ils sont capables d'installer eux-mêmes leur réseau, leurs ordinateurs, puis de gérer ça. Puis tout est beau. Jusqu'à temps que je rentre là et je m'aperçois que le client, je lui dis, regarde, c'est important que tu aies un routeur d'entreprise pour être sûr qu'on gère la sécurité, puis que s'il arrive quelque chose, ben, tu es capable de gérer la situation. Puis là, il m'explique, puis j'explique que pour accéder à son serveur à distance, il faut se mettre en VPN. C'est-à-dire qu'on a un client VPN, on se branche au serveur, au routeur avec une connexion VPN. Et de là, ben, on accède après ça à notre application de façon sécuritaire. Comme ça, ben, c'est pas n'importe qui peut. Puis il me dit, ben, j'ai pas besoin. Moi, il dit, j'ai ouvert le port sur le routeur. Puis il dit, j'accède directement à distance. Wow. Je n'ai pas besoin de ça. Et là, ma question, c'est OK, mais qui c'est qui t'a dit d'ouvrir le port? Ben, je vais appeler le fabricant du logiciel. Puis ils m'ont Il dit, m'a dit de garde, faire ça. tu n'as pas besoin d'investir dans un routeur, ouvre le port, c'est fini. That's OK. it. Mais c'est parce que là, moi, si je sais que ton port est ouvert, là, moi, je suis capable de geler ta base de données juste en faisant des tentatives avec Ah un ouais, faux password. that's it. Ça gèle ta base de données, puis le fournisseur n'est même pas capable de la récupérer parce que tout est gelé, tout est encrypté. J'ai juste à faire 10 tentatives, puis c'est fini, là. Fait que, mais, Tu sais, juste pour vous donner un exemple, je ne vais pas vous donner l'endroit, mais il existe. Je veux juste dire que ça. Non, je vais le dire. Mais allez pas là, ma gang de vous autres. C'est pas un site recommandé. Je vous mets des gros avertissements en parenthèse. Si vous allez jouer là sans connaître la sécurité, vous vous exposez à faire des gestes illégaux. Je suis pas responsable de ce que vous faites. Il existe un moteur de recherche connu mondialement qui s'appelle Shodan. Est-ce que ça te dit quelque chose? non. Shodan, c'est un Google de toutes les IoT qui sont ouverts sans mot de passe. OK. OK? OK? Oh. Tu vas sur Shodan et tu dis, je te donne un exemple, Asus Webcam Security version 2. Enter. 400 webcams qui sortent. Là, tu cliques dessus, tu es dans la page de connexion, admin, password, enter. Tu vois le monsieur se revirer de bord dans sa chambre avec ses couvertes. OK. OK. Fait qu'eux autres, ils Ouais. récupèrent tous les devices qui ont été capables de hacker, puis ils ont Mais l'inventaire. pas nécessairement hackés. Ils ont été scannés, sont ouverts, sont pas Ouais, ils sont sécurisés, ouverts, sont là. parce que les mots de passe sont standards, là. Bon, Ouais, Narcomet nous aide. Narcomet vient Allez pas jouer là si vous savez pas comment vous protéger pour aller là. Ouais, Mais ouais. ça répertorie, puis pas juste des caméras, là. Ça peut être des routeurs. Donc, le Oh, oui. bonhomme s'est acheté un D-Link. Il a connecté ça avec admin password. Il a rien changé. Ben, tu rentres dans son routeur, puis tu peux aller paramétrer tout, faire des redirections dans ses pages web, puis s'amuser de tout. Allez pas jouer là-dedans, mais ça existe. Comme j'expliquais quand j'étais en Floride, là, mon Wi-Fi était trop lent, puis j'ai tapé le modèle, j'ai trouvé le mot de Ouais, passe d'admin par défaut, puis je suis allé changer les paramètres. Bon, j'ai juste optimisé la machine, je n'ai pas rien fait de mal, mais si je voulais faire quelque chose de mal, je pourrais bousiller toute la configuration. Là, mais
Ça parle de Shodan, ouais, Ouais. Ben qui arrive encore. Oui, on parle de Shodan. Je faisais des grosses entre parenthèses de si vous allez là et que vous ne savez pas ce que vous faites, vous pouvez vous exposer à des choses illégales. Donc, allez pas jouer là-dedans. Mais ça ne sert pas qu'à pénétrer des objets, ça peut te lister des objets qui sont compromis. Ouais, ouais. Donc, je te donne un exemple. Tu pourrais t'apercevoir que ta caméra est sur Shodan. Mais Shodan, c'était pas un restaurant de sushi à Montréal. J'avais une de mes amies qui avait un restaurant Shodan, pas loin de la Non, montagne, je non, pense. ils vendent pas, ils vendent pas de sushi à cet endroit-là. Non. Mais j'achève, Patrice. Il me OK, reste encore deux, trois c'est slides. correct. Je voulais juste qu'on se voit en gros pendant ce temps-là, mais je vais revenir, il n'y a pas de Non, c'est problème. correct. Prochaine slide, c'est les vulnérabilités. Tu l'as mieux que moi, Patrice. Vulnérabilité. Vulnérabilité de jour zéro, ou le 0D. Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est une faille de sécurité qui est découverte aujourd'hui et dont personne n'avait connaissance et dont personne n'avait parlé. Ce mot est souvent utilisé comme étant quelque chose de grave. C'est pas toujours le cas. Tu as des failles de vulnérabilité de jour zéro qui ont peu de conséquences ou pas de conséquences. Puis tu en as d'autres qui sont très, très graves. On en voit passer quelques fois, là, Microsoft qui nous avertit qu'il faut qu'on fasse une mise à jour urgente. Il y a Apple dernièrement qui l'a fait, là, qui nous en a parlé, là, qu'il fallait mettre à jour nos téléphones rapidement parce qu'il avait découvert une faille. Là. Patricia, juste te dire présentement, il y a une annonce qui est partie sur le stream Ah oui, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, on va oui, peut-être juste leur donner le temps de revenir pour pas les ouais, perdre dans la exact. conversation. Ben oui, pauvre eux, L'annonce est c'est pas juste de cool. 30 secondes Abonnez-vous, à ça va l'heure. vous éviter. Ouais, l'annonce est juste de 30 secondes à l'heure. Donc, on ne peut pas Tout, tout, vous, tout, tout. Ouais, OK, je ne l'ai c'est pas beau, vu. c'est revenu. On peut C'est bon, continuer. c'est revenu. Alors, je disais donc que c'est ça, les fêtes de jour zéro sont pas tous graves, sont pas tous importantes, mais il y en a de plus en plus graves. On a, comme je disais, Apple dernièrement qui en a publié une. Et il y a de plus en plus de pirates qui vont se spécialiser dans les fêtes de type zéro, là, qui vont chercher à trouver des fêtes de type zéro. Il y a beaucoup de bounty, comme dirait Narcomed, là-dessus. Donc, ils essayent de. Souvent, ils vont essayer, puis il y a des techniques qui sont plus ou moins éthiques. Là. Ils vont communiquer avec l'entreprise plusieurs fois en disant j'ai trouvé une faille de type 0D, je te donne un délai X en jour, en heure pour corriger, déclarer la faille, whatever. Auquel cas, si tu le fais pas, je vais exposer au monde entier le fait que cette faille-là existe. Quelques cas sont connus qui ont révélé des failles parce qu'il y avait peu d'écoute de l'entreprise. C'est de moins en moins le cas. Là. Les entreprises, comme je disais tantôt, mettent en place des systèmes pour pouvoir diriger ça. Mais ça arrive encore. Et les fêtes de 0 jour ont un système de classement qui est le CVE, donc une base de données que vous pouvez tous consulter qui s'appelle le Common Oui, oui, oui. Vulnerabilities and Exposure. On entend souvent ça dans le langage informatique. On a une nouvelle CVE 031426.5 qui est Ils un sont tous code numérotés. Oui, ouais, c'est ça. sont toutes numérotées, exact, qui nous dit quelle est la vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle affecte, est-ce qu'il y a une méthode de contournement, comment on peut la régler, blablabla. Toutes les informations pertinentes sur l'affaire. C'est le site web cve.org qui va lister ces vulnérabilités-là. Puis ils sont classés en fonction de leur gravité, donc de 0 à 10, et 10 étant critique, là, dans lequel on peut carrément empêcher euh, un service, un serveur de fonctionner ou avoir des conséquences très graves. Oui, Heartbleed, la dernière grosse vulnérabilité majeure qui a été exposée. Un peu, rappelle-moi Ben, c'est quand? C'était une mise à jour sur les serveurs, c'était-tu les serveurs Java? Je me rappelle pas, mais fallait rapidement mettre à jour tous les serveurs un peu partout sur la planète. Moi, c'était Parce que Java, je ça, pense. Je pense que c'était ouais, je Java. pense que c'était Java. Puis c'était comme, tu sais, il y a des gens qui n'avaient pas mis ça à jour depuis un nombre d'années X. Fait que Heartbleed a forcé les gens. Je pense que c'était un petit peu en mai ou en avril dans ce coin-là que c'est arrivé. Là, mais Oh, ouais. corrige-moi, Ben. Je suis plus sûr. Donc, c'est les CVE. Un an et demi, mon Ah, Dieu, c'était ça va les vite. kernels de base de Linux. Les kernels de base de Linux. OK, OK.
Fait que certaines versions un peu plus anciennes qui n'avaient pas mis à jour leur noyau. Ah, ça, c'est sûr Ouais. que, tu sais, c'est pas. Puis on le voit que la pénurie de main-d'œuvre présentement, là, c'est pas évident. Il y a beaucoup de compagnies qui regardent pas vraiment la sécurité, la mise à jour. Ça roule, c'est beau, ça fonctionne, on touche pas à ça, mais Je pense tu pas. sais, à un moment donné, ça devient un problème majeur. Là. Ouais, parce que là, la faille permettait d'accéder à peu près à tout. Là. Je pense que Ouais. on avait un accès root direct avec cette faille-là. Puis, il y a de plus en plus de services qui vont tourner en background avec un noyau Linux en background. Java, ok, ouais, c'est ça, je mélange Vax2XM. Java, c'était Log4j, qui était une autre faille majeure. Mon Dieu, on a des connaisseurs dans Oui, la mais c'est place. bon, non, c'est bon, C'est ça hot, nous c'est hot. rappelle des choses, là, des choses que je me souvenais, mais plus de façon précise, là, mais effectivement, je me souviens de cet épisode-là. Là. Mais moi, il faut C'est que je hot, te raconte alors. quelque chose. Faut que je te Vas-y, raconte quelque vas-y. chose. C'est plus ou moins relié à la sécurité, mais c'est parce que ça fait plusieurs semaines, je dis, il va falloir que je raconte mon anecdote. C'est trop bon. Là. Euh, j'ai travaillé longtemps comme consultant dans le domaine bancaire pour différentes institutions financières à Montréal. Et dans un de mes mandats, j'étais dans le groupe d'architecture d'entreprise. Donc, j'étais appelé à travailler sur des projets d'appel d'offres ou de développement d'applications ou d'évaluation des besoins pour représenter un peu le côté IT, puis d'être capable de conseiller la direction du projet ou la direction carrément du département ou du groupe sur les orientations à prendre, surtout dans le cas d'un appel d'offres. Donc, on est en appel d'offres pour un groupe important de la banque, pour une application qu'ils ont besoin pour carrément gérer beaucoup de transactions et de volumes qu'ils ont là, quotidiennement. C'est un système qui est comme vital. Puis présentement, à ce moment-là, ils avaient différents systèmes un peu partout éparpillés qui faisaient le travail, mais de façon très disparate. Et on part en appel d'offres, puis on a comme 3 ou 4 fournisseurs qui sont retenus, qui semblent avoir des solutions qui répondent aux besoins. Et moi, d'un point de vue de TI, c'est sûr qu'un des critères, c'est ben, on veut que la solution soit quand même assez à jour avec les technologies de l'heure. On est dans les années peut-être 2009, 2008. Donc, on s'attend à ce que, bon, ça roule sur Windows, puis pour les stations de travail, puis qu'on ait une base de données SQL, puis que ce soit maintenable. Là, fait qu'on arrive, on s'en va à New York pour une présentation de la solution dans les bureaux du fabricant. Puis, Je te vois tellement venir. et là, on arrive là, puis c'est vraiment une solution sur papier, là, et ils ont quand même une belle solution. Ça Son répond vendeur. ça répond aux besoins. Il y a beaucoup de crochets. Oui, 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 oui. Fait que c'est parfait. Puis c'est beau, on y va. Moi, c'est ça mon rôle. Fait qu'on on commence à regarder la présentation de la solution. Puis effectivement, ça roule sur Windows. On est un écran Windows. Puis bon, c'est sûr que des fois, ce n'est pas les interfaces utilisateurs les plus sexy, mais en autant que ça fait la Ça job, marche. tu sais, Ouais, c'est ça. je ne suis pas là pour porter un jugement sur la qualité de l'interface. Et là, pendant la présentation, je trouve que l'écran, ça flique. Tu sais, quand tu vois que ça flique de même. Puis là, je suis là, tabarouette, ils ont-tu un problème de. Ils ont-tu De un problème rafraîchissement ou de de contact. projecteur ou d'ordinateur? Puis je trouve que ça flique. Puis c'est pas normal, c'est pas fluide, tu sais. Puis là, à un moment donné, je m'aperçois que rapidement, mais ça se passe très rapidement, on voit des fois en bas à gauche, c'est marqué L22R33. OK? C'est ça. Tu vois des lettres avec des chiffres. Souvent, c'est ça, c'est L10. Et là, je me dis, Chris, c'est un terminal avec line and row, là, tu sais, là, les rows puis les colonnes, c'est R et C, je pense, qui est avec les lettres. Fait que là, je lève ma main et je dis, ben, est-ce que l'application est vraiment native en Windows, tu sais? Ben, ils me disent, ben, c'est une application Windows. Ouais, mais c'est quoi ça, le R et le C, tu sais? Ben, ils me disent, on fait du screen scraping.
que le screen scraping, c'est un logiciel qui va lire un écran 3270, un écran en vert, puis qui te ramène ça dans Windows comme si c'était une application Windows. Mais en réalité, en arrière, c'est un terminal 3270, c'est un terminal d'un mainframe. Et là, ma question, c'est, OK, mais c'est codé comment en arrière? Ben, c'est en COBOL. OK, c'est parce que là, on est en 2008-2009 et là... Là, il faut que j'importe Roger en Allemagne qui est au courant de comment ça marche. Fait que là, c'est comme je dépose mon crayon, puis moi, c'est terminé, là, on arrête ça là. Mais bon, on est juste au début de la présentation. Ça fait peut-être 15-20 minutes que ça roule. Je les laisse finir, puis quand j'ai rencontré la direction, je dis, regardez là, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais là, le client voulait absolument cette solution-là. C'était vraiment ça qu'il voulait. Là, on ne va pas accepter ça, c'était en COBOL, là, tu sais. Finalement, quand ils ont fait l'évaluation financière de la compagnie, il était comme à 120 jours de la faillite, là. Fait qu'il n'y avait plus de cash flow, puis on va oublier ça. Fait que finalement, ils n'ont jamais acheté. La façade n'est pas toujours... Ouais. Ouais, exact. Fait que ça, c'était pour les CVE. Comment se protéger? On va finir là-dessus. Donc, comment se protéger contre le piratage, les pirates? Puis là, je m'adresse à des individus et non des entreprises parce que Narcomed va être d'accord avec moi. Pour une entreprise, les solutions de protection ne sont pas les mêmes. Dans une entreprise, on va parler de formation, de système de validation, de surveillance, de tout ça. La première chose, puis on le répète, utiliser des mots de passe forts, donc avec des caractères majuscules, minuscules, des chiffres et des symboles, et suffisamment longs pour être difficile à être trouvé. Donc, et ne pas réutiliser le même mot de passe pour pour plusieurs services. Donc, et changez-les de manière fréquente. De ce côté-là, on est chanceux. Il y a Google et Facebook qui sont en train d'implémenter. Il y a de plus en plus de sites web qui commencent à fonctionner avec ça, qui vont devenir les partenaires d'identification de votre identité. Donc, vos informations personnelles, mots de passe et tout ça vont être détenus dans votre appareil et votre téléphone Apple ou Android va envoyer une clé d'authentification au fournisseur de services pour dire je l'ai identifié et la personne qui se présente à ton site est la personne telle qu'indiquée. Et là, le site va donner accès. C'est de plus en plus fréquent. C'est un peu la même chose que quand vous accédez à vos impôts par Revenu Québec. Là, on a un partenaire de connexion qui est votre banque, là, qui est, on appelle ça le concierge. Ouais. Donc, c'est un peu le même principe, mais qui va être implanté un peu partout sur la planète. On va probablement avoir beaucoup moins de mots de passe à gérer parce qu'on va utiliser notre téléphone, notre Android, notre Apple pour s'authentifier sur les sites web, pour s'inscrire, toutes ces choses-là. Donc, ça va être une belle révolution au niveau du mot de passe, mais jusqu'à ce que ça soit complètement changé, utilisez des mots de passe forts. Ouais. Vérifier les URL. Le nouveau jeu Overwatch oblige le 2FA par SMS, autrement tu ne joues pas. Oui, et je vais même aller plus loin, Bandilodon, Facebook aussi, donc plusieurs personnes, d'ailleurs j'ai une cliente qu'il faut que je rappelle demain, plusieurs personnes ont reçu des messages de la part de Facebook avec une date maximale que si tu n'actives pas la double authentification, tu ne pourras plus accéder à ton Facebook. Donc, je vais en parler brièvement de la double authentification dans quelques secondes. Donc, vérifiez les liens URL avant de cliquer. Vous savez, quand vous passez la souris au-dessus d'un lien, apparaît l'URL. Donc, si vous êtes sur un site de Microsoft et que vous arrivez pour cliquer sur quelque chose, puis que ça dit TinyURL ou Bitly, sachez, c'est pas supposé. Ces sites-là n'utilisent pas des raccourcisseurs d'URL de type Bitly ou TinyURL ou ces choses-là. Donc, ça peut être suspect. Donc, si vous voyez que vous ne savez pas où mène l'URL, que vous n'avez peut-être pas confiance, vous n'avez pas d'idée où mène, n'ouvrez pas, à moins d'avoir la connaissance pour pouvoir aller vérifier cette URL-là avec un bac à sable ou ces choses-là. Mais monsieur, madame, tout le monde, ne cliquez pas avant. Je vais aller plus loin. Quand un ami vous envoie un lien dans une conversation, que ce soit par courriel, par Messenger, si ce lien-là n'a pas été sollicité,
Genre, salut, c'est hot, regarde ça. Parlez au préalable à votre ami, à Oui, la personne avec qui vous envoyez pour dire est-ce que tu m'as envoyé ça? Oui, non. Qu'est-ce que c'est que tu m'as envoyé? pour être sûr Souvent, que. quand c'est Oui, oui. un lien douteux, ben, on va t'inviter. La personne ne va pas répondre quand le compte a été hacké, ces choses-là. Sur un Mac, dans La- Safari, là, depuis plusieurs années, on a une petite flèche vers le bas et ça nous permet, quand il y a un lien, tu cliques sur la flèche, ça va chercher la page web sans vraiment l'ouvrir dans le furteur et ça va déjà te donner une idée de c'est quoi. Puis si c'est frauduleux, il y a déjà des une avertissements qui couche. apparaissent. Là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faut faire attention parce que cette méthode-là de prévisualisation charge quand même la page en background dans En certaines quelque affaires. part, Donc, ouais, ouais. il peut y avoir des risques sur une plateforme Windows qui est mal protégée ou whatever, mais oui, c'est un bon truc. Avant d'ouvrir la double authentification, Ben en a parlé. La double authentification, c'est pas compliqué. C'est euh, tu rentres ton mot de passe, ton identifiant, et on te demande de t'authentifier par une deuxième façon. La plus populaire, c'est par SMS. Donc, on t'envoie un OK. code SMS que tu dois rentrer dans la fenêtre. Je vous le dis, activez cette méthode-là sur tous les sites que vous le pouvez. Ouais, Donc, ouais. vous allez dans les paramètres de votre site, dans la section généralement confidentialité ou sécurité, ou très près de votre mot de passe. Vous allez la plupart du temps avoir une option de double authentification. Et la plus de base, c'est la double C'est le SMS. authentification Ouais. par courriel, dans lequel on t'envoie un code par courriel. Ensuite, on a par SMS. Et ensuite, on a aussi les logiciels d'authentification. On a Microsoft Authentication, on a Google Authentication, puis on en a différents types dans lesquels on peut insérer des clés d'authentification qui changent à toutes les temps de secondes, qu'on se sert. Discord utilise ça, donc c'est une méthode qui est un peu plus sécuritaire que la méthode par SMS. Je ne sais pas si tu te Et souviens, il y a plusieurs années, on avait des petits bidules avec des Secure Cards là, qui affichaient un code. Il fallait rentrer ce code-là. Fait que c'était un appareil physique, tu en as une. OK. une clé d'authentification de RSA. Là. OK. Je vais cacher Ouais, le code, mais ouais, effectivement. Ça existe encore, c'est encore utilisé. OK. Qu'est-ce que je m'en ai à dire? Oui, c'est ça. Euh, Préférer l'utilisation d'un service d'authentification tierce comme Google Authenticator ou Microsoft Authenticator qui est plus sécure que le SMS parce que de plus en plus, depuis 2, 3 ans, un peu partout en Amérique du Nord, il y a la fraude par SMS. Est-ce que tu as entendu parler de ça, la fraude de la carte SIM? Ouais, ben vaguement, là, mais vas-y. J'appelle ton fournisseur et je dis que je suis Patrice. Et pour une raison XYZ, je donne les informations pour dire ben je suis Patrice, voici ma date de naissance, voici mon blablabla, blablabla. Et je suis allé dans une boutique acheter une carte SIM vierge. Et je dis à ton fournisseur, ben écoute, j'ai arrivé de quoi que ma carte SIM, ça va pas. Fait que tu peux-tu me changer? Ben Faut que tu oui, prends parfait. C'est quoi contrôle de le numéro? l'appareil. Ben ouais, c'est ça. Voilà. Et là, je viens de prendre le contrôle de ton cellulaire. Et là, je m'en vais sur le site web de Netflix, de Facebook, de Name It. Oh, oui. Je rentre ton mot de passe que j'ai réussi à acquérir d'une quelconque façon. Double authentification par SMS, j'insère ma nouvelle carte SIM dans mon téléphone à moi. Je reçois le code qui normalement t'était dû. Et là, j'ai accès à ton site. Donc là, il y a de plus en plus de ce type de fraude-là. Donc faites attention. Si vous êtes capable de ne pas utiliser par carte SIM, c'est mieux. Puis si jamais vous utilisez toujours par carte SIM, sachez que si quelqu'un change votre carte SIM dans votre compte, vous allez avoir des anomalies qui vont apparaître très, très rapidement sur votre appareil. Vous perdez le Oui. réseau, vous ne pouvez plus téléphoner. Alors, si vous avez ce genre de comportement-là, réagissez rapidement, appelez votre fournisseur, puis attendez pas. C'est pas quelque chose du genre, je vais faire ça en revenant à soir. Là. On J'imagine que le s'entend? eSIM va en partie régler ce problème-là, non? Le eSIM va donner le. Ben oui, il va empêcher ça parce que l'appareil, tu peux pas le changer, mais il va avoir encore plus longtemps. Ben, il dit si tu clones le SIM sur un VLR US, grosse chance aussi que les SMS Google rentrent sur cette SIM au lieu de prendre le VLR canadien. Oui, effectivement. Un VLR, c'est pour le Visitor Location Registry.
c'est le registre qui est utilisé dans les bases de données des systèmes de tours cellulaires d'un fournisseur pour être capable d'identifier la personne qui n'est pas membre ou abonné à ce service-là. Donc, je m'en vais aux États-Unis, je suis branché dans une tour T-Mobile. Ben, mon cellulaire va passer par le VLR, qui est le Visitor Location Registry, qui va aller télécharger mes informations d'abonnement via mon fournisseur, les importer. En tout cas, je n'entrerai pas dans les détails de l'infrastructure, mais oui, Ben, effectivement, tu peux faire ça. Le eSIM ne corrige pas grand-chose. Non, mais c'est quand même plus compliqué parce que tu peux pas. La personne qui voudrait hacker ta SIM peut techniquement prendre son propre eSIM, mais il vient comme de brûler son eSIM. Ça, c'est pas jetable. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu plus sécuritaire. Puis jusqu'à un Fait que certain oui, point, tu pourrais demander soit au Face ID, soit un double authentication pour exact. activer ou désactiver. Là, fait que ça serait un peu plus compliqué. Là. Moi, j'utilise quelque chose d'autre qui est un peu moins connu. C'est les clés physiques. Donc, j'ai une clé de Google qui s'appelle la Titan Key. Il existe plusieurs modèles qui font partie de la FIDO Alliance 2FA. Que ce sont des clés physiques dans lesquelles on insère dans un PC, soit par NFC, par contact direct à l'arrière d'un appareil comme un téléphone, ou par Bluetooth, qui vont permettre la double authentification. Donc, moi, j'ai ce genre de clé-là. Mes comptes Google, Facebook et Twitter sont protégés avec ça. Ce qui veut dire que moi, si je me connecte sur un nouvel appareil, un nouveau furteur, un nouvel ordinateur, que j'essaie d'entrer dans mon Facebook, si j'ai pas ma clé physique avec moi, je peux pas me connecter. J'ai aucune façon de rentrer là. Et ce, même si j'ai mon mot de passe. On a un autre commentaire. Ouais. Je suis régulièrement hors couverture cellulaire. Le 2FA est une PITA, un PITA pour le moment, car trop peu de services utilisent les clés physiques. Ouais, je suis complètement d'accord là-dessus. VA2KJM. Je comprends pas la lenteur d'adoption de cette méthode-là parce que super sécuritaire, super ça coche. Je trouve ça intéressant comme méthode. Soit dit en passant, il commence à avoir de plus en plus de majeurs. Il y a Tota qui s'est rajouté dernièrement avec les clés physiques. Puis, il y a Google qui vient de rendre la possibilité d'avoir une couche de plus que moi j'ai activée, qui est la protection, la protection totale avancée qui permet de s'authentifier avec deux clés pour débarrer ton compte Google dans le cas où tu perdrais une clé, puis qui surveille ton compte. Donc, ça s'en vient, c'est lent, mais effectivement, moi aussi, je trouve ça. Ouais, oui, effectivement, Benoît, c'est son code d'appel de radio amateur. Fait qu'on disait la double authentification. Avant d'ouvrir une pièce jointe, s'assurer de sa provenance et de la scanner. Vous avez tous, pour la plupart, un antivirus. Donc, faites un bouton droit de la souris sur votre équipement, votre pièce jointe, et la plupart des antivirus ont l'option scanner, valider, surveiller, évaluer ces choses-là. Donc, vous pouvez la vérifier. Puis, si quelqu'un vous envoie une pièce jointe et qu'il ne vous a pas au préalable parlé en disant salut, je t'envoie des photos, ben, rouvre-les pas. C'est simple que ça. Ouais, ouais. Parle avant. Désinstaller tout logiciel ou application non utilisé. Là, j'ai une erreur de typographie, je m'en excuse. On sait, dans nos téléphones cellulaires, on télécharge des dizaines de jeux, de systèmes pour. Puis ça, c'est là que la plupart des cochonneries vont rentrer. Des logiciels de traitement d'images. Vous savez, on va appliquer des filtres cute, des animations déjà toutes faites. Ben, sachez que souvent, c'est par le biais de ces applications-là. Puis de plus en plus, on a des chevals de Troie bancaires qui sont insérés à travers nos applications qui vont soit prendre le contrôle de votre carte de crédit, de votre banque, ces choses-là. Fait que si vous avez une application que vous n'utilisez pas, vous l'avez téléchargée, vous l'essayez, vous la trouvez cute, pour au bout de 2 jours, elle vous dit qu'elle devient payante, au lieu de l'oublier dans votre appareil, désinstallez-la. Okay? Super important dans votre PC aussi. Assurez-vous que vos appareils sont à jour. Surveillez vos informations personnelles. Ça m'arrive, même moi, de mettre des photos sur Internet, puis à un moment donné, de recevoir un message de quelqu'un, de dire Hey, by the way, ton nom est écrit dans la fiche, ou ton numéro de téléphone, on le voit, ou whatever. Oui. Donc, assurez-vous de protéger vos informations personnelles dans vos publications capitales. Assurez-vous de faire attention à ce que vous publiez.
Je pars en vacances, je travaille pour telle entreprise, je reste sur telle rue. Il y a des gens, des pirates qui sont spécialisés dans l'art de récolter des métadonnées. Donc, on récolte des données qui sont de peu d'importance, mais quand on les regroupe ensemble, on arrive à dresser un portrait et à te retrouver. Donc, je sais que tu es dans la ville de Sainte-Thérèse, que tu es sur la rue Rubin, que j'ai une photo de ta porte d'entrée avec une fleur à droite. Ben, il me reste plus qu'à aller sur Google Maps, faire un Street View, puis en quelques minutes, je retrouve ton adresse et à partir de là, je peux aller chercher tout plein d'autres informations par d'autres sites web. Donc, faites attention à ça. Soyez conscient des connexions possibles que vous avez, le Bluetooth, le Wi-Fi. Est-ce que votre Wi-Fi utilise le WPA2, WPA3, qui est la prochaine couche, qui, pour la plupart des gens, va protéger encore plus parce que chaque équipement va avoir une clé d'encryption spéciale à lui. Donc, si votre Bluetooth n'est pas utile, fermez-le. Gardez vos appareils et vos programmes à jour. Votre OS, vos programmes, quand on vous propose une mise à jour, n'attendez pas 6 mois. Elles sont là pour une raison. Et en terminant, ayez des logiciels de sécurité et de surveillance. Il en existe de plusieurs types. Moi, j'utilise évidemment les antivirus les plus courants, mais il existe aussi des programmes de surveillance qui peuvent surveiller votre code de crédit, qui peuvent surveiller si votre nom était rentré dans une base de données, si vos mots de passe sont fuités, ces choses-là. Donc, assurez-vous d'être entouré de plusieurs solutions pour être capable de mettre le plus de chances de votre côté. Ça ne va pas empêcher les pirates, mais ça va vous donner une chance. Ben oui, ben oui.